Nous sommes toujours au village de la protection juridique des majeurs, spécialement cet après-midi, place Cujas. Et nous accueillons maintenant Madame Guérin, juge des tutelles, on peut dire. C'est ça, bonjour Madame Guérin. Bonjour, oui, c'est tout à fait ça. Et puis aussi Docteur Pellizzari, vous êtes psychiatre, experte aussi des tutelles, curatelles, des protections juridiques. Bonjour docteur. J'en profite que vous soyez toutes les deux présentes en même temps. On va un petit peu jongler entre l'aspect juge et médecin. Je suppose que vous travaillez en quelque sorte, peut-être pas main dans la main, mais il y a un lien entre votre travail. C'est-à-dire qu'un certificat médical, une expertise faite par le docteur sera ensuite soumise au juge. C'est bien ça? Tout à fait, effectivement. Le certificat médical circonstancié qui est établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur est adjoint à une requête qui m'est adressée et que j'instruis. Comment choisissez-vous entre sauvegarde de justice, curatelle et tutelle? Et est-ce qu'on peut définir aussi? Pour essayer de faire très simple, une sauvegarde de justice, c'est une mesure provisoire qui a plutôt vocation à intervenir dans le cadre de l'urgence alors que je n'ai pas encore rencontré la personne qui est à protéger. C'est plutôt une mesure provisoire. Par la suite, à partir du moment où j'instruis une demande et j'ouvre une mesure de protection, effectivement, il y a différentes mesures qui relèvent ou de l'assistance ou de la représentation. L'assistance, cela signifie que la personne a encore une certaine lucidité, mais que néanmoins, pour faire les actes de la vie courante, elle a besoin d'être aidée, conseillée, guidée, et cela dans le cadre d'une curatelle simple ou d'une curatelle renforcée. En revanche, lorsque la personne est totalement dépourvue de sa lucidité, alors je prends en général l'exemple où malheureusement d'un majeur à protéger qui souffre d'un Alzheimer extrêmement sévère ou quelqu'un qui est dans le coma, cette personne a besoin d'être représentée pour tous les actes courants de la vie civile, c'est-à-dire qu'il faut agir pour elle, en son nom et pour son compte. Mais effectivement, pour prendre ma décision, je dois me baser sur le certificat médical qui est rédigé par le médecin. Alors justement, on va en profiter. Docteur Pellizzari, comment évaluez-vous concrètement une personne qui vient vous voir, qui vous est amenée? Je vais déjà essayer de lui poser des questions. Est-ce que la personne est en capacité de tracer un peu son parcours de vie, la scolarité, la vie familiale, si la personne a pu travailler ou ne pas travailler, où elle vit actuellement, seule, en famille ou en institution. Et je demande aussi s'il y a des médecins traitants ou un thérapeute pour aussi échanger un peu sur ce que pensent aussi les autres spécialistes, quoi. Voilà. Est-ce que vous évaluez aussi plus précisément le discernement, la mémoire? Par rapport à la vulnérabilité, à la fois inhérente à certains troubles et parfois contextuelle. Disons que quand c'est inhérent à certains troubles de type psychotique, il y a des psychotiques qui évoluent sur un mode déficitaire, donc qui ont de grandes difficultés. Donc là, effectivement, il faut vraiment évaluer leur capacité de discernement. Pour les gens qui sont atteints de troubles neurocognitifs, c'est-à-dire dans le cadre de démence, il faut faire des tests où on évalue leur capacité. C'est ce que je me posais aussi comme question. À partir de quel moment on peut se dire en tant que famille, proche, il faut lancer une procédure? Ça peut être suite à un événement comme une arnaque, par exemple. Le démarchage abusif existe, ce n'est néanmoins pas la majorité de nos dossiers. Mais tout à fait, ça peut être un lanceur d'alerte à ce niveau-là. Parce que des fois, il y a des gens qui s'endettent, alors que c'est des gens qui ont des moyens financièrement, mais en ayant signé des documents, parce qu'on leur dit que ça ne va rien coûter, finalement, ils sont obligés de rembourser à hauteur de 100 000, voire plus, 100 000 euros, donc ils sont endettés. Et c'est là où les familles interviennent. D'ailleurs, il y en a qui portent plainte en justice même. Le certificat médical est obligatoire. Est-ce qu'il y a d'autres documents en tant que juge? J'imagine aussi que vous en avez d'autres. Quels sont-ils? Lorsque je reçois une demande, ce qui est obligatoire, c'est la requête elle-même, qui doit être complétée d'un certain nombre d'éléments, notamment les motifs qui conduisent ou la personne elle-même ou la famille à solliciter cette mesure de protection. Et le certificat médical ne vient qu'en appui, je dirais, de ces motifs. Puisque j'aime rappeler quand même un principe de droit qui est un principe de nécessité, ce n'est pas parce qu'on souffre d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles empêchant l'expression de la volonté qu'automatiquement un juge des tutelles va être saisi. Il faut donc expliquer la raison qui conduit la personne elle-même, le proche, la famille proche, voire le procureur de la République à nous saisir.
Que ce soit dans le cadre d'une audience ou même d'un examen médical, est-ce que la personne se sent jugée, dépossédée? Est-ce que vous avez une manière d'aborder les choses? Quand on fait certains tests, il y a des personnes qui disent « mais je ne suis pas un enfant, pourquoi vous me posez des questions aussi bêtes ?» Alors je leur explique que c'est une démarche qui nous permet justement de juger de leur capacité à pouvoir gérer leurs affaires ou les démarches administratives ou autre chose. Et puis il faut une compréhension aussi de la démarche pour cette personne. Oui. Alors de mon point de vue, effectivement, lorsque je reçois les personnes dans le cadre d'audition, donc les majeurs à protéger, j'essaye de rechercher l'adhésion. L'adhésion à la mesure, parce qu'une mesure de protection, elle va être restrictive et privative de certaines libertés. J'aime à rappeler aussi que le juge, c'est le gardien des libertés individuelles, qu'on est donc là pour veiller aux intérêts du majeur à protéger. Donc moi, j'essaye de trouver l'adhésion à la mesure. J'ai tendance à penser que l'adhésion à la mesure, c'est 50% du travail qui est déjà réalisé. C'est une matière gracieuse, ce n'est pas une matière contentieuse. Donc les personnes, bien souvent, dans 90% des cas, les personnes ont conscience de leurs difficultés, de la nécessité pour elles d'être aidées. Et puis j'imagine aussi que votre objectif est de protéger tout en préservant un maximum d'autonomie. Bien sûr, lorsque j'ai le certificat médical, je dois me questionner. Donc on a parlé du principe de nécessité, l'altération, la subsidiarité. Existe-t-il un moyen de pourvoir d'une autre manière aux intérêts du majeur à protéger, une autre manière que le milieu judiciaire? Dernière question, la proportionnalité. Si j'ouvre une mesure, laquelle? Ni trop forte pour qu'elle ne soit pas trop privative et restrictive de liberté, ni trop insuffisante pour qu'elle porte quand même ses fruits. Est-ce que cette personne est accompagnée par un proche, un avocat lors d'une audience ? Il y a donc très peu d'avocats en matière de tutelle, mais il est tout à fait possible pour un majeur à protéger de solliciter les services d'un avocat ou de se faire assister par un proche lors de l'audition devant moi. Comment se déroule une audience, tout simplement ? Donc je reçois les personnes dans mon cabinet au tribunal de Bourges sur des créneaux qui sont maintenant relativement contraints, puisqu'il y a de plus en plus de demandes de mesures de protection. Je ne sais pas si un point statistique a été fait, mais à l'horizon 2070, il est envisagé par le ministère de la Justice environ 1 million de mesures de protection hors habilitation familiale, 1,3 à 4% de la population française. Eh bien, je reçois le majeur à protéger dans mon bureau, je lui explique que j'ai été saisie d'une demande. Qu'en pense-t-il ? Pense-t-il qu'il est en difficulté ? Si oui, de quelle manière souhaite-t-il être aidé? Et une nouvelle fois, si oui, par qui? C'est-à-dire, est-ce que je désigne quelqu'un de la famille pour exercer la mesure, ce qui est tout à fait possible, le Code civil privilégiant les mesures familiales. À défaut de pouvoir trouver quelqu'un dans la famille, je désigne quelqu'un dont c'est le métier, c'est-à-dire un service mandataire. Voilà, oui. Vous en avez beaucoup ici aujourd'hui, ou des personnes qui exercent à titre individuel. Est-ce qu'il y a une possible réévaluation? J'imagine que oui, quand la situation devient plus favorable. Tout à fait. Ma mesure n'est pas gravée dans le marbre. Si malheureusement l'état de santé se dégrade, je suis saisie sur la base d'un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur. Je suis saisie d'une requête en renforcement de mesure. On peut donc passer d'une curatelle renforcée à une tutelle ou d'une curatelle simple à une curatelle renforcée, voire d'une curatelle simple à une tutelle. Mais l'inverse est tout aussi vrai. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui malheureusement aurait fait un grave AVC. J'ouvre en tutelle, mais son état de santé s'améliore. Et fort heureusement, ça arrive. On peut très bien envisager ou d'alléger la mesure, voire de la lever totalement. Et je crois que c'est important aussi, si on a quelques auditeurs qui sont des majeurs à protéger pour l'avenir, de savoir, voilà, il ne faut pas avoir cette crainte. Oui. Mon rôle en tant que juge des tutelles, c'est de trouver la mesure la plus adaptée. Je voulais y venir. En fait, tout ça, c'est pour soulager un quotidien, d'avoir en fait vraiment une amélioration de la vie. Le parcours de vie, chacun sait qu'un parcours de vie peut être émaillé de nombreuses difficultés. Je le dis en général lors du premier rendez-vous. La mesure, je n'envisage pas de l'ouvrir pour toute la vie. On peut rencontrer des difficultés passagères. Il faut avoir le courage, ce qui est parfois difficile de se dire « oui, je suis en difficulté » et accepter la main tendue. Parce qu'effectivement, ça peut être contextuel. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait un épisode dépressif majeur peut, pendant un certain temps, avoir d'énormes difficultés à gérer. Quand il s'agit aussi d'un état de stress post-traumatique, parfois, qui est très grave, les gens ne sont plus en capacité. Donc là aussi, ça réduit temporairement les ressources de l'individu. On peut parler d'une fragilité passagère. Et voilà, plutôt qu'une altération durable des facultés. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai quand même une obligation, lorsqu'en général, les mesures sont prononcées pour 5 ans maximum. D'accord. Et donc, cette obligation de réviser les mesures.
tous les 5 ans s'il n'y a pas de changement dans la situation du majeur protégé. Demande de changement. Tout à fait. Si en revanche, évidemment, il est sollicité ou un renforcement ou un allègement, voire une main levée, je suis saisie avant. Depuis quelques années, il y a une obligation à réviser, à revoir régulièrement nos majeurs protégés. Est-ce que vous travaillez main dans la main avec des travailleurs sociaux, des structures? Je sais que toutes les deux vous êtes déjà retrouvées lors d'une action, évidemment, entre juges et médecins experts. Ça doit être intéressant aussi de pouvoir échanger, que ce soit entre confrères ou même avec toutes les étapes de prise en charge. Personnellement, déjà dans ma prise en charge en tant que psychiatre, des fois je fais appel au mandataire, à la personne qui gère la mesure de protection. Je suis obligée pour que le tuteur ou curateur nous aide aussi à avancer dans les projets. Voilà. S'agissant me concernant des partenaires, il y a d'abord le procureur de la République qui me saisit d'un certain nombre de mesures. Il y a tous les services mandataires auxquels je confie un certain nombre de mesures, des centaines et des centaines dans le département. Il y a aussi tout le dispositif et le maillage territorial au niveau des travailleurs sociaux, que ce soit le conseil départemental 18, le dispositif d'appui à la coordination, les services sociaux de certains centres hospitaliers. Il y a les médecins. Donc oui, il y a de très très nombreux partenaires du quotidien. Je souligne aujourd'hui toute l'importance de ce village. C'est bien de pouvoir faire le focus sur nos majeurs protégés. Personnellement, quand je fais une expertise, parfois, je contacte également toutes ces personnes-là qui interviennent au domicile ou de la personne pour savoir un petit peu comment ça se passe. Voilà. C'est le meilleur moyen d'avoir une vision d'ensemble sur la situation et de prendre les mesures les plus adaptées, justifiées. Voilà. C'est le but, adapter la mesure, la proportionnalité, la personnalisation. Je vous remercie beaucoup, Madame le juge, docteur, d'être venue échanger sur votre profession, votre quotidien. Je vous souhaite une très bonne journée, place Cujas, sous le soleil, et à bientôt, j'espère, sur Radio Résonance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bon après-midi. Merci.